So, this section of our Saturday is about Intelligence Under the Capot by Arion Papillon et Frédéric Bohard. Bon, je vais la faire quand même en français, ce sera plus intelligible pour vous et moi. Allez, c'est parti. Donc, de quoi va-t-on parler? Alors, de l'intelligence sous le capot d'SQL Server 2019. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Donc, moi, c'est Arion Papillon, MVP depuis 8 ans. J'ai ma propre petite structure qui s'appelle Datafly. Et vous avez différentes adresses de blog dont je m'occupe, effectivement. Et je te laisse te présenter, Frédéric. Ça aurait été l'inverse d'ailleurs de faire l'inverse, mais c'est pas grave. Fred Brouard alias SQL Pro et évidemment la société SQL Spot. Et puis tout un tas de cochonneries sur développer.com, notamment en parlant du langage SQL. Et puis sur MS SQL Server, lié au bouquin SQL Server 2014, tout un tas de scripts, d'articles, de papiers, de machins et de bidules. C'est parti. J'ai pas de chance avec mon téléphone, moi. Tiens. C'est parti. Alors, on va parler d'abord, pour mettre en place les choses, de qu'est-ce que c'est que l'exécution d'une requête. Donc l'exécution d'une requête, c'est d'abord une requête qui est envoyée. Une requête, c'est juste une chaîne de caractères qui est envoyée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la requête va être analysée pour savoir si elle est syntaxiquement correcte. Il y a aussi toute une phase d'analyse des métadonnées pour savoir si on est dans la bonne base, si on trouve bien les colonnes, les tables, et savoir si on a les privilèges. Une fois que cette analyse est passée, il va y avoir création d'un arbre algébrique. Cet arbre algébrique représente l'exécution des différentes étapes de la requête. C'est l'optimiseur qui réalise cet exploit en essayant de chercher le chemin le plus court pour réaliser l'ensemble des opérations. Comment ça se passe? Eh bien, globalement, il y a deux techniques. L'optimisation sémantique qui enlève des branches dans l'algèbre, c'est ce que vous avez fait quand vous avez fait des maths de base en simplifiant vos formules mathématiques. Et puis, il y a l'optimisation statistique qui consiste à se dire qu'il vaut mieux commencer par les tables les moins peuplées, les tables dans lesquelles je vais trouver le moins de lignes, pour ensuite aller vers les tables dans lesquelles je vais trouver le plus de lignes, parce qu'évidemment, au cours du voyage des données dans les différentes étapes, moins je transporte d'informations, plus j'irai vite. Donc l'optimiseur, c'est quelque chose qui se base sur ces deux techniques, sémantique, statistique. Une fois que l'optimiseur a réussi à obtenir un plan de requête, il va le mettre dans le cache des plans de requête pour une éventuelle réutilisation. Une fois que ce plan a été créé, il va l'exécuter. Et pour cela, il a besoin de retrouver les données. Ces données vont être montées dans le cache si elles n'existent pas, grâce à des méthodes d'accès qui peuvent être des index, des accès tables ou d'autres méthodes un peu plus exotiques, mais toujours basées sur le même principe, accès table ou accès par index. Une fois que les données ont été retrouvées, eh bien, il y a production de l'ensemble des lignes en réponse par rapport à la requête demandée. Deuxième possibilité, la requête n'est pas... la requête a déjà été exécutée et elle se trouve déjà dans le cache. Autrement dit, il y a déjà eu un plan de requête calculé pour une requête tout à fait similaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de refaire une phase d'optimisation, on va tout simplement rechercher dans le cache le plan relatif à cette requête. Autrement dit, la phase d'optimisation est court-circuitée. Comme dirait mon ami Arian, elle est bypassée. Mais ça revient strictement au même. Et la phase d'exécution, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir la même technique. Si ça se trouve, les données sont déjà dans le cache, donc elles ne vont pas être remontées du disque, et les données vont être produites. Petit rappel, tout le travail d'accès aux données se fait toujours dans le cache en mémoire. Il n'y a jamais aucune lecture de disque lors de la phase de restitution des données. Autrement dit, si les données ne sont pas en cache, la requête est interrompue un court instant pour monter les données dans le cache, et une fois qu'elles sont dans le cache, elles sont enfin rétrocédées, renvoyées aux utilisateurs. Voilà, on a terminé sur l'exécution d'une requête. Si jamais il y a des questions en cours de ce genre de choses, je vous demandais de reporter les questions à la fin de la chose, sauf s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas immédiatement. Dans ce cas-là, levez la main et on essaiera de voir un petit peu qu'est-ce qui vous trouble. Alors, est-ce que l'optimiseur est intelligent? Oui, l'optimiseur est relativement intelligent, mais il faut aussi différentes conditions, une bonne base de données, un bon modèle, des index. Autrement dit, il faut quand même un DBA qui surveille un petit peu tout ça.
L'optimiseur va adapter son plan d'exécution et il va l'adapter en fonction des données, c'est-à-dire notamment des cardinalités. Plus c'est petit, plus je prends rapidement, plus c'est gros, plus je vais avoir à retarder éventuellement l'apparition de ces grosses données. Et donc, il va essayer de trouver le meilleur chemin pour ce faire. Mais malheureusement, il y a parfois des erreurs. Alors, pourquoi y a-t-il des erreurs? Tout simplement parce que les filtres, les conditions, les prédicats d'accès aux données peuvent être très complexes et du coup, l'estimation des cardinalités peuvent être mauvaises. Dans ce cas-là, évidemment, si l'estimation des cardinalités, je rappelle, c'est le nombre de lignes, j'estime le nombre de lignes qu'il va y avoir pour retrouver ces informations. Si cette estimation des cardinalités est mauvaise, bien entendu, le plan risque d'être mauvais. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, malheureusement, je peux avoir, par exemple, des problèmes d'allocation de mémoire, des problèmes de mauvais choix d'algorithme, et dans ce cas-là, effectivement, des mauvaises performances. Parfois, on utilise un tuning manuel pour certaines requêtes un peu complexes et relativement grosses. C'est intéressant d'utiliser, par exemple, des guides de plan, d'utiliser plus globalement le query store qui permet de stocker les différentes exécutions d'une même requête et de recadrer la bonne exécution. Évidemment, la présence de statistiques, voire la création de nouvelles statistiques. Évidemment, la création d'index, voire la réécriture de la requête. Mais le DBA n'est pas toujours là pour ce faire. Autrement dit, comment se passer d'un DBA? C'est tout l'enjeu de cette nouvelle façon d'aborder les choses, qui est l'optimisation intelligente. Parlons de l'intelligence. Alors, disons que le but depuis un certain temps de Microsoft, c'est d'essayer que l'optimisation soit de plus en plus automatisée. Et il y a différentes manières de le faire. L'intelligent query processing, autrement dit, un système qui essaye de se baser sur une approche plus sophistiquée pour retrouver le bon plan de requête. Et puis, la deuxième chose, c'est l'automatic tuning. Voici les deux axes dont nous allons parler au cours de ce slide. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. Comment fonctionne l'optimiseur? Jusqu'ici, l'optimiseur fonctionnait de la manière suivante. Il compile son plan d'exécution et une fois qu'il a obtenu ce plan d'exécution, il le suit à la lettre. Et s'il y a des erreurs, évidemment, c'est erreur comprise. Donc, ces décisions sont prises au niveau de l'estimation de cardinalité avant l'exécution. Si cette estimation est mauvaise, ces choix sont mauvais et ça va conduire à des problématiques de performance. Pire, comme on a vu, il stocke le plan en cache pour une éventuelle réutilisation. Si le plan était mauvais, il va répéter la même erreur. Et puis, on a une deuxième problématique qui est assez connue, qui est un peu complexe. C'est la problématique du reniflage des paramètres, que mon ami Arian a mis en anglais parameter sniffing, qui consiste tout simplement à essayer de voir si on est bien dans les cordes par rapport au plan d'exécution, et ce n'est pas toujours pas fait. Autrement dit, la question qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a autant de clients à Paris qui a trifouillé les argonzettes? La réponse est probablement pas, mais s'il a mis en cache le plan de Paris et qu'on lui demande les clients de trifouiller les argonzettes, quelles seront les conséquences sur le plan de requête? Ça, c'est bien quelque chose d'intéressant qui conduit parfois à de mauvaises performances. Quels sont d'autres problèmes d'optimisation assez connus? Il y a des cas assez classiques. Par exemple, l'optimisation de fonctions scalaires. Alors, j'insiste bien, il s'agit de fonctions scalaires de type UDF. Attention, les fonctions intégrées, c'est-à-dire celles livrées par Microsoft, écrites par Microsoft, comme cast, comme upper, etc., sont des fonctions qui sont relativement bien optimisées. Mais les UDF, les User Defined Functions, autrement dit, les fonctions Transact SQL que vous allez créer, ne sont pas optimisées, mais alors là, pas du tout. Donc, ne l'étaient pas. Voilà, elles ne l'étaient pas. Donc, les fonctions scalaires, c'est vraiment une grosse problématique. Les fonctions tables à instructions multiples, et j'insiste, les fonctions tables à instructions multiples, c'est la même limonade. Par contre, les fonctions tables mono-instructions, c'est-à-dire celles qui ne contiennent qu'un select, elles sont parfaitement optimisées car le code SQL du select est remis dans le plan de requête global pour une compilation globale du plan de requête. L'utilisation de variables tables pose le même problème, on va voir pourquoi. Il peut y avoir régression de plan d'exécution, il peut y avoir des index manquants, ça ce sont des choses assez classiques. Et puis, sur la forte volumétrie, on commence depuis quelques années à avoir des techniques extrêmement intéressantes
On pourrait parler des index column store par exemple, mais il y a une tâche extrêmement intéressante qui est un gros challenge pour Microsoft, c'est de travailler en mode batch plutôt qu'en mode raw. Le mode raw consiste à scruter ligne à ligne les informations, je vais mettre mes mains comme ça, ligne à ligne les informations, tandis que le mode batch consiste à prendre des gros paquets d'informations et les traiter globalement. Évidemment, si je traite une seule fois un gros paquet de lignes, ça ira plus vite que si je traite ligne par ligne. Comment ça fonctionne ? Microsoft n'a pas trop parlé de comment ça fonctionne à l'intérieur, donc on n'en parlera pas plus que ça. Alors, première piste, j'ai une requête qui a démarré et on va décider lors de l'exécution de modifier le plan de requête en live. Donc la première des choses, c'est les jointures adaptatives. La jointure adaptative est un nouveau type de jointure qui décide au dernier moment, un moment dont on va voir, est-ce que je dois plutôt faire tel algorithme ou est-ce que je dois plutôt faire tel autre algorithme? Comment prend-il cette décision? Tout simplement en analysant une première fois un certain nombre de données. On va voir ça dans quelques instants. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça n'existe qu'en édition entreprise et donc développeur. Ça n'existe qu'à partir de la version SQL Server 2017. Ça ne peut utiliser que le mode batch. Et alors, du coup, c'est souvent plus avec des index column store ou des tables organisées en clustered column store que l'on va avoir ce type de nouvelle jointure. L'exécution entrelacée des fonctions tables, l'idée, c'est de ne plus avoir cette problématique de mauvaise estimation du nombre de lignes dans une fonction table. Suivant la version de SQL Server, les fonctions tables sont considérées comme ayant une ligne ou 100 lignes. C'est totalement arbitraire. Ça aurait pu être 312 ou 97 953. Bon, pourquoi pas. Mais on ne peut pas savoir le nombre de lignes d'une fonction table avant d'avoir commencé son exécution. Donc l'idée qui a prévalu à ce niveau-là, c'est de dire on commence à exécuter la fonction table pour voir si elle a beaucoup de lignes ou pas trop. Et dans ce cas-là, on réajuste le plan de requête en se disant OK, on a fait une première exécution, il y a temps, allez, on modifie et on va continuer l'exécution d'une meilleure manière. La compilation différée des variables tables procède un peu de la même constatation. Les tables variables tables, c'est pareil, sont estimées avec une cardinalité arbitraire qui est de 1, qui peut être totalement hors les clous. Donc, c'est le même principe. On va réestimer le plan de requête à partir du moment où on aura commencé à lire cette variable table. Petite chose à dire, il n'y a pas de statistiques sur les variables tables, contrairement aux tables temporaires qui ont des statistiques. Je vous rappelle que les statistiques permettent à l'optimiseur de faire du bon boulot. Si je n'ai pas de statistiques, on estime la cardinalité à 1. Et ça va être à notre ami Arian de faire des démos. Moi, pendant ce temps-là, je vais boire un deuxième petit café. Mais je t'en prie. Alors, une petite démonstration. On va commencer par les jointures adaptatives. Alors, vous inquiétez pas, ça va être long, les démonstrations. Mais comme on est la dernière session, je pense qu'on a jusqu'à 20h, 22h. Ouais, c'est bon. Oui. Alors, j'utilise une base exemple qui est la base exemple Microsoft, mais un petit peu gonflée en termes de nombre de lignes. Donc c'est pas un problème. Oui, elle est beaucoup plus grosse. Je vais d'abord exécuter une requête en compatibilité SQL Server 2016. Donc autrement dit, cette requête, elle va tourner comme si on était sur SQL Server 2016, bien que ici, je suis sur un SQL Server 2019. Qu'est-ce que je fais dans cette requête? Eh ben, je fais une simple somme regroupée par produit de mes lignes de commande. Ce qu'il y a de particulier dans cette requête, ici, c'est que en fait, on a ici un index colon store. Donc, ma requête va pouvoir fonctionner en mode batch, ce qui est nécessaire, d'ailleurs, pour les jointures adaptatives. Je passe ma base de données en compatibilité 130. Compatibilité 130, c'est SQL Server 2016, donc ça me renvoie bien compatibilité 130. Et je lance ma requête et on va regarder ce qui se passe dans le plan d'exécution. OK, elle répond très rapidement, tant mieux, on n'a pas trop de temps non plus. Et le plan d'exécution ici,
Mais qu'est-ce qu'on peut voir en particulier, hein, c'est que ici... Zoom, s'il te plaît. Oui, je vais mettre un coup de zoom. Voilà. Ici, il a choisi effectivement de faire une jointure, bien entendu, c'est la jointure qu'on lui a demandé. Mais la première entrée, c'est l'analyse de l'index colon store. Et puis, il a choisi de faire une jointure par hachage et de scanner la table des produits dans sa jointure. Pourquoi il a fait ce choix-là? Parce que effectivement, l'estimation est très fausse. Ici, il y a 32 lignes qui sont renvoyées par le prédicat dans l'analyse d'index colon store. Par contre, effectivement, il en a renvoyé beaucoup plus. Il en a estimé beaucoup plus. Hein, si je regarde effectivement l'estimation, hein, vous voyez qu'ici, nombre réel de lignes 32, hein, et estimation du nombre de lignes, il y en a 3 351 000. Donc, il a choisi systématiquement un hash match. Ok, regardons cette requête-là, si je l'exécute en mode SQL Server 2017, puisque les jointures adaptatives, c'est propre à SQL Server 2017. Donc je passe en mode de compatibilité 2017, ça va activer la fonctionnalité des jointures adaptatives. Alors je peux aussi désactiver cette fonctionnalité, même quand je suis en SQL Server 2017 ou 2019, soit au niveau de la requête, soit au niveau de la base de données, mais là en l'occurrence, par défaut, elle est activée. Je relance exactement la même requête, et je vais regarder le plan d'exécution, et là, on va voir une grosse différence. Tiens, il a fait une jointure avec 3 branches. Il a fait une jointure avec 3 branches. En fait, il a le choix. Et ça, il l'a fait au moment de l'exécution. Il a toujours scanné notre première table, hein, notre analyse d'index colon store ici. Il a toujours mal estimé, d'ailleurs. Il a toujours estimé à 32 lignes. Mais par contre, à l'exécution, il sait qu'il y a 32 lignes. Moralité, il est capable, effectivement, d'avoir un choix entre soit rechercher dans la table produit, parce qu'il y a peu de produits, et à ce moment-là, faire une jointure par itération, ou faire ce qu'il a fait tout à l'heure, et à savoir joindre par une jointure de hachage. Et si on regarde bien, et c'est effectivement ici, on peut voir que ici, on a une estimation de 32 lignes, d'accord, et nombre réel de 32 lignes, et on peut voir que la jointure adaptative ici, eh bien, il a choisi à la volée de faire une itération. On peut noter aussi qu'on est en mode batch, puisque ça, cette fonctionnalité nécessite le mode batch. Et on peut voir une troisième chose ici, qui est un seuil. Ce seuil adaptatif, c'est le seuil à partir duquel il va basculer d'une jointure par itération à une jointure de hachage. Il y a 32 lignes, on est en dessous des 35 lignes, donc du coup, il nous a fait une jointure par itération. Si je change simplement mon prédicat ici pour que ça renvoie un tout petit peu plus de lignes, je vais mettre 2500 au lieu de 2200, je relance exactement la même requête, et ici, alors on ne le voit pas forcément très bien hein, sur le plan d'exécution, il y a une ligne qui est un peu plus foncée que l'autre, et puis on voit surtout aussi qu'il a lu sur une des branches et pas sur l'autre. Hein, sur une branche, il y a 0 ligne lue, et sur l'autre, il y en a davantage. Là, effectivement, on a un peu plus de lignes, on a 38 lignes en fait, qui sont renvoyées, donc on est au-dessus du seuil adaptatif. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a choisi l'autre stratégie, qui est de faire un hachage, et effectivement, on peut voir qu'il a choisi la stratégie de hashmatch. Et vous voyez le seuil qui est à 35 lignes. Ok, voilà pour les jointures adaptatives. Donc vous voyez qu'il adapte en fonction de la cardinalité au moment de l'exécution. Regardons maintenant ce qu'il en est des deux autres fonctionnalités dont on a parlé, qui sont l'exécution entrelacée, donc le cas où j'ai une fonction table dans la même base de données, je vais créer une fonction table. Cette fonction table, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on définit la table, puis on la remplit avec des données. Et ensuite, on va utiliser cette fonction table dans une requête où on va pouvoir voir comment réagit SQL Server. Donc, je crée ma fonction. Oups, juste un peu plus grand. Et puis, ensuite, je vais regarder. Alors, j'ai activé les statistiques de temps déjà. Je vais passer d'abord en SQL Server 2016 pour regarder ce qui se passe en 2016 et comparer avec une compatibilité 2017, puisque là, c'est aussi une fonctionnalité de 2017 pour cette fonctionnalité-là, en tout cas.
Je lance ma requête. Alors ma requête, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle compte le nombre de commandes en jointure avec cette table de ligne de commande, laquelle est filtrée suivant un paramètre que je fournis. Donc il ne sait absolument pas combien il y a dans la fonction. En tout cas, il ne le sait pas en SQL 2016. Si j'exécute cette fonction, alors c'est un tout petit peu long. Pourquoi? Parce que j'ai 1 million de lignes dans ma table, dans ma fonction table, je veux dire. Sauf que l'inconvénient ici, c'est que si je regarde l'estimation, et d'ailleurs on le voit très bien ici, on voit très bien ici qu'effectivement, il a estimé à 100 lignes au lieu d'1 million 113 366 lignes. Ok, on le voit d'ailleurs très bien ici aussi. Nombre de lignes lues, 1 million. Nombre de lignes estimées, 100, ce qui est totalement à côté de la plaque. D'accord? Donc, moralité, notre plan d'exécution, il a effectivement sous-estimé fortement, ce qui peut coûter très très cher dans un plan d'exécution un peu plus lourd et un peu plus complexe. Une sous-estimation, on peut tomber sur des requêtes effectivement qui vont durer des minutes, voire des heures. Alors regardons quand même le temps d'exécution. Ici, j'ai 2 secondes 6 en temps UC, hein, et on va comparer avec la même chose, mais sous SQL Server 2017. Alors, l'ai-je lancé? Voilà. OK. Même requête. Au passage, on vide le cache tout simplement pour éviter la reprise du même plan d'exécution. Ouais, tout à fait. Le plan d'exécution, alors regardons déjà le temps. On a quasiment divisé par 2 le temps d'exécution. En passant simplement la compatibilité SQL Server 2016 à SQL Server 2017. Et puis si on regarde le plan d'exécution, ben, effectivement on va constater que ici, mon nombre de lignes lues, ben, il est toujours à 1 113 366. Par contre, mon estimation, ben, elle est extrêmement proche, à 4 lignes près. On a une estimation extrêmement précise. Donc du coup, ici, on n'a pas de sous-estimation et notre plan peut être meilleur. On peut noter d'ailleurs qu'il y a un petit warning ici sur les correspondances de hachage. Ce petit warning, on en parlera tout à l'heure. C'est quoi? C'est qu'il y a une petite sous-allocation de mémoire qui oblige SQL Server à déborder dans la base TempDB. Ok, alors c'est un peu la même chose avec... On peut aussi désactiver au niveau de la requête, on peut aussi désactiver au niveau de la base de données si on veut absolument désactiver cette fonctionnalité. Alors c'est un peu la même chose pour la compilation différée, c'est le même principe et on va faire quasiment la même requête, à savoir qu'on déclare une variable table et on la remplit de la même manière avec notre 1 million de lignes et quelques. D'abord en compatibilité 140, là on y est déjà, donc SQL Server 2017, et je fais ma requête avec une jointure avec la variable table cette fois-ci. Donc mon select count, qui est ici, joint avec ma variable table, qui contient 1 million de lignes. Et là, c'est encore pire quelque part, puisque ici, l'estimation de cardinalité, on va regarder ce qui se passe ici. Et bien ici, nombre de lignes à lire, une seule. Dans une variable table, en SQL Server 2017, on ne sait absolument pas combien de lignes ça renvoie. Il y a 1 million de lignes dans ma variable table, et il estime à une seule ligne. Donc du coup, bah, le temps d'exécution aussi, on peut le regarder. Effectivement, on est à 1 seconde 4 en temps UC. Et si je réexécute cette requête en mode de compatibilité SQL 2019, puisque cette fois-ci, on a besoin d'SQL 2019 pour cette nouvelle fonctionnalité, je relance ma requête qui construit la variable table, qui insère des données dedans et qui l'utilise. J'exécute tout ça. Regardons déjà le plan la durée. Vous voyez que j'ai considérablement réduit. Je suis passé à 560 millisecondes. Donc j'ai considérablement réduit. Et mon plan d'exécution, bah, pour une fois, l'estimation de cardinalité, ici. Il y a bien 1 million de lignes dans ma table. D'accord. Mais il y a aussi 1 million de lignes estimées. Toujours à 4 lignes près, d'ailleurs. C'est assez curieux. Voilà, voilà. OK, on continue.
Allez, c'est reparti, mon kiki. C'est reparti. Je te remets le slide suivant. Alors, une chose intéressante dans ces histoires de processeurs intelligents, d'exécuteurs intelligents, d'optimisateurs intelligents, c'est de se dire, ah, on a fait une erreur, mais si on la corrigeait après. Donc ça, c'est le feedback d'allocation de mémoire. Autrement dit, c'est de la rétroallocation une fois qu'on a mal estimé. Et puis, la correction de plan automatique. Donc voilà deux essences pour arriver à faire des choses. Alors, la rétroallocation, feedback, rétroallocation en mémoire, l'idée c'est de réajuster la mémoire utilisée, puisque chaque fois qu'on exécute une requête, il faut quand même un peu d'espace mémoire. Et l'idée c'est de se dire, ah tiens, on a exécuté une requête, bon, on a sous-estimé ou on a surestimé, et bien si on disait au plan que l'on vient de mettre en cache, ok Coco, pour les prochaines exécutions, eh ben, tu prendras ça, parce que visiblement, on en a trop pris ou pas assez. Donc, les conditions sont assez simples. Si la mémoire allouée est supérieure à 2 fois la mémoire utilisée, plus de 1 méga, alors la surallocation sera corrigée. La sous-allocation, eh bien, ça c'est différent, puisque si j'ai sous-alloué, à un moment donné, je suis coincé, il faut que j'enregistre des informations, des lignes de table dans la TempDB. Donc, s'il y a un spill, un débordement, d'allocation mémoire sur la TempDB, on en profitera pour corriger le plan pour les exécutions ultérieures. Mode batch seulement avec 2017, mais depuis 2019, dans tous les cas de figure, mode RAW, etc. Deuxième partie, c'est la correction automatique de plan. Pour ceux qui ont déjà utilisé QueryStore, je vous rappelle que QueryStore, c'est un module que l'on démarre, dans lequel on va enregistrer les différentes exécutions des mêmes requêtes, soit toutes, soit les requêtes les plus importantes, pour voir si de temps en temps, il n'y a pas une dérive de l'exécution d'une même requête et forcer tel ou tel plan. Eh bien, à partir de là, Microsoft s'est dit, bah, si on disait, bon, tu corriges automatiquement, puisque maintenant tu as toutes les versions, bah, force automatiquement le meilleur plan. Inconvénient, édition entreprise uniquement, ou Azure, et dans ce cas-là, pour tous les niveaux de service. Et c'est activé par défaut, je crois, dans Azure. C'est récent d'ailleurs, c'est récent que c'est activé par défaut, c'est depuis cette année. Et sinon, évidemment, il faut le faire avec un alter database. Ok, c'est parti. Démo. Et oui. Démo. Alors, le memory grant feedback d'abord. J'utilise toujours ma grosse base de données, cette fois-ci en compatibilité 2019, je m'en assure. Et pour cette requête, pour cette fenêtre de requête, j'ai décidé d'ignorer les résultats parce que j'ai vraiment une grosse base et que je vais faire une grosse requête. Donc, qu'est-ce qui prend du temps, en fait, c'est de récupérer les informations et de les afficher dans Management Studio. Donc là, je n'affiche même pas les résultats, je veux juste voir le temps d'exécution et le plan d'exécution, et le temps et le plan d'exécution, pardon. Donc je vide mon cache et puis je vais lancer une grosse requête qui est extrêmement simple, hein, puisque c'est une simple requête avec une simple jointure, et je vais la lancer 3 fois, donc j'ai un Go 3 ici pour la lancer 3 fois pour voir un petit peu ce qui se passe à la première, la deuxième, la troisième exécution. Alors, comme il y a pas mal de lignes, elle est forcément un petit peu longue. On a déjà l'onglet résultats qui est apparu, mais c'est pas terminé. Voilà, hein, vous voyez qu'effectivement, bon, j'ai 5 millions de lignes, donc si je les avais affichées, ça aurait été un petit peu long dans Management Studio. Je vais regarder le plan d'exécution, et ici, bah, j'ai rien d'apparent, mais si je regarde très précisément ici, je vois que cette requête, elle m'a coûté un peu plus de 2 gigas de RAM. De mémoire. Donc, le problème, c'est est-ce que c'est bien justifié? Alors, ça, on peut regarder ça dans les propriétés du plan d'exécution, ici, dans le Memory Grant Info. On peut voir qu'ici, effectivement, la mémoire qu'il a allouée, c'est 2 gigas, mais en réalité, il n'en a pas besoin de temps. Mémoire maximum utilisée, 736 256 mégas, donc du coup, effectivement, il y a une surallocation de mémoire.
Donc imaginez que vous ayez 150 utilisateurs qui lancent tous des requêtes qui coûtent 2 gigas alors qu'elles pourraient utiliser moins. C'est vrai que vous allez saturer complètement la mémoire de votre serveur et vous retrouver avec des attentes, etc., des attentes de ressources. Donc la bonne idée, effectivement, serait que notre requête s'ajuste toute seule, et c'est ce qu'il fait. Mais la mémoire, ça coûte de moins en moins cher. Tu n'as qu'à mettre 2 Tera de mémoire. C'est clair. Mais même avec 2 Tera, si j'ai 2 millions d'utilisateurs, donc ici, effectivement, dans mon select, on ne l'affiche pas, on voit que il a réduit sa mémoire à 749, et il l'a réduit tout seul. Et si on regarde ici dans l'info sur la mémoire allouée, on constate que maintenant la mémoire est de 749, que la dernière requête effectivement qu'il a lancée c'était à 2 gigas, mais que maintenant, oui, j'ai ajusté la mémoire, yes, adjusting. Donc il a fait un ajustement automatique, basé sur l'erreur qu'il avait fait à la première exécution. Donc en gros, il devient un petit peu intelligent quand même, puisqu'il a corrigé son erreur. Si on regarde la troisième exécution, juste pour voir, ici, dans le memory grant info, là il dit bon ok, c'est la troisième fois, c'est stable maintenant, j'ai déjà ajusté la dernière fois, c'est pas lors de cette exécution là que j'ai ajusté ma mémoire, et donc ma mémoire reste à 740 000. Ok, voilà pour la correction automatique de mémoire. Maintenant passons à la correction automatique de plan d'exécution. Alors, je vais me servir d'une base un petit peu différente. J'ai une base de commandes où j'ai pas mal de commandes dedans, et elle a une distribution de données un petit peu particulière. Donc, on va afficher les choses. J'ai 50 millions de lignes dans celle-là, j'ai un peu plus de monde. Et en fait, j'ai une table commande qui a une distribution très particulière. C'est que j'ai une seule commande qui a la colonne statut à 0, alors que pour la colonne statut à 1, j'ai 49 9 999 lignes. Et donc, on est typiquement dans le cas de figure où, selon ce que j'interroge, statut égale 0 ou statut égale 1, le plan d'exécution n'est pas forcément le même. Alors, pour forcer un peu le trait, oui. C'est assez typique des commandes non encore traitées. On a souvent ça dans les bases de données, avec un booléen dans lequel, ah oui, il va falloir traiter ça, et il y a très très peu, évidemment, de valeur sur ces Et c'est le même cas que l'exemple que tu citais avec Paris et Trifouiller-les-Oies. Effectivement, j'ai plus de monde d'un côté que de l'autre. Beaucoup de monde à Paris et 3 personnes qui habitent à Trifouiller-les-Oies. Donc, voilà. Alors, pour forcer un peu le trait, j'ai quand même mis quelques index. Il y a une clé primaire, mais en plus de ça, il y a 2 index sur la colonne statut. Et 2 index très différents, puisque un index classique relationnel, un index non clustered sur la colonne statut, et puis un index colonne store aussi. Ce qui fait que selon le statut, selon le prédicat, effectivement, ça va fonctionner pareil. Alors pour que ça fonctionne, il faut que j'active le query store. Donc je vais activer le query store sur la base de données. Et il faut que j'active aussi la fonctionnalité qui ne l'est pas par défaut on-premise, qui est le force last good plan, donc l'automatic tuning. Et puis, tant qu'à faire, je vais afficher la vue système qui va confirmer que j'ai bien activé la fonctionnalité. Ok, donc ici, je suis bien on, j'ai bien activé ma fonctionnalité, et je vais pouvoir lancer ma requête. Alors, je vais commencer d'abord par lancer la requête pour rien, pour alimenter un petit peu le query store. Donc, je vais lancer 50 fois la même requête, et la même requête, je fais un select count de ma table de commande bien particulière, avec comme prédicat le statut égale 1. Donc là où j'ai 49 millions de lignes. Ok, et je lance ça 50 fois. Au passage, on vide encore le cache. Oui, je vide encore le cache pour être sûr que effectivement, je pars de 0. Alors, vous remarquez, c'est quand même très rapide d'aller compter 50 millions, presque 50 millions de lignes. Donc. Et pourquoi c'est très rapide? En fait, c'est très rapide parce que le plan d'exécution qui est utilisé ici, c'est une analyse d'index colon store. Il se sert du colon store parce qu'il a beaucoup de lignes à lire, c'est la stratégie la meilleure. Et on voit qu'il est en mode batch et non pas en Alors, on voit d'ailleurs en plus qu'il est en mode batch. Il est en mode batch, alors c'est forcément, mais bon, on verra qu'après, le mode batch maintenant, depuis SQL Server 2019, il peut l'activer même quand il n'a pas d'index colon store. Alors, je vais revider le cache, maintenant que j'ai alimenté mon query store et qu'il a stocké quelque part le plan d'exécution et des statistiques d'exécution.
Et je vais lancer la même requête, mais pour le statut 0. Comme j'ai le cache vide, il va recompiler cette requête. Donc, il va nous montrer le bon plan d'exécution qu'il faudrait pour status égale 0. Vous voyez que c'est instantané. Status égale 0, qu'est-ce qu'il fait? Il a une seule ligne à chercher. Et comme il y a une seule ligne à chercher, la stratégie la plus efficace, c'est d'utiliser non pas son index colon store, mais son index cluster classique. Et là, il cherche une seule ligne. OK. Maintenant, je revide le cache, mais que le cache de données, pas le cache de procédure. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore en cache de procédure la requête, le plan de requête pour statut égale 0. Et je vais exécuter 15 fois d'ailleurs la même requête, mais pour statut égale 1. Et on va voir ce qui se passe. Et là, ça va être très long. Parce que là, typiquement, il va vouloir interroger 49 millions de lignes avec la stratégie qu'il a utilisée pour une seule ligne. C'est à cause du cache des plans de requête. Et oui, il réutilise le plan qu'on lui a compilé la première fois. Donc, il le réutilise. Donc, là, il va falloir attendre un petit peu. Et au passage, c'est long parce que vous voyez que... il faut quand même l'exécuter une quinzaine de fois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on est en train d'utiliser un index cluster classique, relationnel, pour aller lire 49 millions de lignes. Donc, c'est extrêmement coûteux. Et surtout en recherche. Ça aurait pu être un batch. Mais là, c'est en recherche. Mais là, c'est en recherche. On fait une recherche d'index sur le statut, alors qu'on a 49 millions de lignes qui répondent à la condition. Donc, ça tourne encore. Là, on n'est pas encore à la dernière exécution. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'exécutions, il va atteindre un seuil où il se dit, ouais, mais il y a un gros écart en cumulé, effectivement, entre les deux plans de requête que j'ai stockés dans le query store, et je vais basculer tout seul. Et c'est ce qu'il fait à la 15e exécution, et c'est pour ça que je lance 15 fois d'ailleurs. Vous voyez qu'on est toujours sur notre recherche d'index. Au bout de la 15e fois, on est reparti sur notre stratégie, analyse d'index colon store, donc résultat obtenu instantanément, puisque c'est la bonne stratégie pour compter nos 49 millions de lignes. Alors là, vous ne faites pas avoir, parce que regardez bien, cette requête coûte 98% du lot. Autrement dit, c'est la pire des requêtes. C'est ce qu'il faut dire. Mais c'est faux, ne le croyez pas. C'est faux. Pourquoi c'est faux, Raconte-moi, Arian. Là, effectivement, oui, il nous met 0% partout et 98% sur la dernière, ce qui est complètement absurde. C'est tout simplement dû au fait que ces estimations ont été mises en cache aussi. Et si on regarde le coût de requête de chacune des requêtes, on s'apercevra qu'effectivement, la dernière apparaît, j'ai bien dit apparaît comme étant la plus coûteuse. Faites donc attention, ne croyez jamais tout ce que vous dites le serveur. Alors, juste un petit truc en plus, c'est que effectivement, ce qu'il a fait, le forçage de plan quelque part, on peut savoir ce qu'il a forcé, et il y a une DMV qui nous permet de savoir que ici, on a forcé le plan, et pourquoi on l'a forcé. On l'a forcé parce que notre requête, effectivement, elle était à 4162 au lieu de 55 millisecondes. Et donc, le forçage de plan, au bout d'un moment, il est arrivé. Alors, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que dans les colonnes, effectivement, on a du JSON. Donc, on peut interroger. Pour les aficionados de JSON, c'est vachement bien. Oui, voilà. Si on veut l'afficher en clair, il faut forcément interroger notre JSON. Voilà, donc ce que ça nous donne, voilà le script de forçage de plan, effectivement, qui est... en gros, ça fait automatiquement ce qu'on aurait fait à la main avec le query store, mais donc en absence du DBA, tant mieux, il peut prendre des vacances. Alors, pour tous ceux qui sont DBA, préparez-vous à être virés. Quand même pas. Bon, bien. Ok, on continue sur la suite. Alors, on était sur la correction de plan automatique et maintenant, on passe sur un grand sujet que j'aime beaucoup. Alors oui, évidemment, ça c'est le sujet magique parce que combien d'éditeurs de logiciels nous font de la au niveau des applications
un maximum d'UDF dans tous les sens, parce qu'ils adorent faire du modulaire. Ils ne savent pas écrire des requêtes, donc ils vous font des fonctions dans tous les sens. Oui, c'est un véritable trou noir, ces fonctions. Oui, on apprend aux développeurs à programmer de façon itérative, on n'apprend pas à développer de façon ensembliste, et malheureusement, on se rend compte que énormément de programmes et d'applications qui sont vendus sont faits à base d'une multitude invraisemblable de user-defined functions, autrement dit de fonctions utilisateurs. Et là, eh bien, malheureusement, ce sont des fonctions qui sont exécutées de manière strictement itérative, donc balayage systématique. Le coût n'est pas évalué, il n'est pas évaluable, puisque je ne sais pas combien ça va coûter, ni en temps, ni en quoi que ce soit, et le parallélisme est impossible. Alors souvent les gens me disent, mais pourquoi le parallélisme n'est pas possible? Mais parce qu'on ne peut pas savoir s'il ne va pas y avoir des effets de bord liés au parallélisme. Imaginez que la fonction touche à des données qui sont à droite et à gauche, et que l'exécution suivante touche à des données qui sont aussi à droite et à gauche, il pourrait y avoir chevauchement des données, ce qui contrarie évidemment les problématiques d'exécution en multithread de manière parallèle. Donc l'idée a été la suivante, ça a été de dire, mais si on prenait le texte, le code, les éléments de la fonction utilisateur et qu'on la remettait dans la requête et que l'on recompilait le tout. Eh bien, c'est quelque chose, c'est une approche assez froide, si je vous permets. Freud. Voilà, le projet de Microsoft Research s'appelle Freud. On a essayé de chercher pourquoi cet acronyme, on n'y est pas parvenu, peut-être qu'un jour on trouvera la vraie raison. Ne pas confondre avec Sigmund, quand même. Voilà, oui, c'est pas Sigmund Freud. Donc l'idée, ça a été de créer un véritable framework pour l'optimisation de tout ce qui est code impératif, de manière à essayer de le faire devenir du code ensembliste. Alors, comment ça se passe? D'abord, lorsque j'ai une UDF, je l'analyse, ok, je crée un arbre d'exécution. Ensuite, je vais faire le binding. J'ai tout un tas d'opérateurs qui vont être réanalysés, etc. Il y a toute une algébrisation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais lorsque c'est possible, il va y avoir substitution de l'intégralité du code de l'UDF à tout simplement une espèce de mini-requête SQL à l'intérieur de la requête SQL principale. Voilà, l'idée c'est de réintégrer en fait avec comme si on faisait un opérateur apply en fait. C'est de réintégrer ce code dans le plan d'exécution et pas qu'il soit exécuté pour chaque ligne. Alors c'est parti mon kiki, comment ça se fait? Alors, oui, juste pour dire qu'effectivement, c'est du SQL Server 2019, et là, c'est vraiment une nouveauté 2019, et pas la moindre, que ça peut aussi, comme tout le reste d'ailleurs, se désactiver au niveau de la fonction elle-même, voire au niveau de la base de données. Alors, c'est activé par défaut, et je dirais heureusement, parce que ça va faire du bien. Hein. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin de l'édition entreprise, hein, c'est dans toutes les éditions. Alors, il y a quand même quelques conditions. Hein, il y a pas mal de limites, puisqu'on ne peut pas, par exemple, faire de while. Les boucles ne sont pas possibles. Oui, ça s'explique, puisqu'il faudrait que je tourne dans la boucle avant d'exécuter pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle va faire. Donc ça, le while, on oublie. Mais on va dire que, grosso modo, l'essentiel du code peut être mis dedans, sauf que vous ne pouvez pas faire appel à des fonctions non déterministes, mais dans une UDF, c'est déjà extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas référencer des variables ou des paramètres de type table. Vous ne pouvez pas utiliser des types prédéfinis par l'utilisateur. Vous ne pouvez pas... elle ne peut pas être utilisée dans un group by, un distinct, un order, une contrainte check ou une colonne calculée. Elle ne supporte pas d'execute as exotique. Évidemment, le as-caller est la norme. Et pas de compilation en mode natif, c'est-à-dire que dans tout ce qui est table in-memory, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser des UDF qui sont in-linéables. En lignable? Oui, tu dis ça comme tu veux. Hein. En lignable. OK. Alors, vous pouvez vérifier si effectivement cette fonction est en lignable. Vous avez la DMV pour ce faire. Et c'est l'optimiseur qui va décider ou pas d'incorporer la fonction. Donc, à la limite, il faut aller regarder dans le plan de requête
voir si ça a été effectivement réalisé de manière enlignée. Alors, c'est vrai que dans 90% des cas, il n'y a pas de modification de code pour que ça apporte une amélioration. Donc, il y a une bonne dose de fonctions, effectivement, qui vont être améliorées sans rien changer. Allez, passe à la démo. On passe à la démo. OK. Alors, ici, je vais utiliser une base de personnes. J'ai 2 millions de personnes avec leur nom, leur prénom, leur date de naissance, et c'est la date de naissance qui m'intéresse ici. Et dis donc, tu as tout fait pour la RGPD, pour nous montrer ces personnes-là? Oui, mais voilà, c'est Jean Dupont et Pierre Durand, donc jusque-là, rien de confidentiel. Je vais créer une petite fonction pour calculer l'âge. Alors, vous savez peut-être que pour calculer l'âge d'une personne à partir de sa date de naissance, ça n'est pas uniquement de faire un date diff avec une différence d'année, mais selon si mon anniversaire était hier ou s'il est demain, j'ai pas le même âge. Hein. Donc il faut tenir compte du mois et du jour pour calculer précisément l'âge à la date du jour. Donc ma petite fonction fait ce calcul-là, et en gros, qu'est-ce que je l'appelle fnGetAge, et je lui passe la date de naissance, et donc elle me renvoie l'âge. Donc cette petite fonction, ce qu'elle a de pas bien, en tout cas pour SQL Server 2019, c'est que j'utilise ici une fonction, un current timestamp qui n'est pas déterministe. Et donc, et tu sais pourquoi? Tu sais ce que disait notre ami Woody Allen quand on lui demande l'heure? Il disait tout le temps, je ne peux pas vous la donner, ça change tout le temps. Oui. C'est une parfaite définition du non-déterminisme. Voilà, et si je regarde effectivement si ma fonction est inlineable, elle ne l'est pas, donc effectivement, là, est-ce que le serveur 2019 pour cette fonction écrite comme ça n'apportera rien de plus? Maintenant, je vais la réécrire un tout petit peu différemment. Je vais éviter de mettre un current timestamp non déterministe dans le corps de ma fonction, mais je vais passer la date du jour en paramètre à ma fonction. Donc, j'écris une deuxième fonction que je vais appeler fnGetAge2 et qui, elle, effectivement, va être inlineable. J'affiche également la vue système sysSQL module qui va me montrer. Voilà, donc la première n'était pas inaliénable, la deuxième, elle l'est. Donc ça va me permettre maintenant de pouvoir comparer les performances. Au passage, quel est le mystère de la différence? Eh bien, tout simplement, l'appel à la fonction currentDateTime a été repoussé au niveau du passage. En dehors de la fonction. Oui. Et donc, en dehors de la fonction, donc il n'y voit rien. Ok, et donc je vais faire un calcul de l'âge moyen de mes 2 millions de personnes. Et je vais le faire de 3 manières. En utilisant ma fonction non inlineable, c'est impossible à dire ce truc. En utilisant ma deuxième fonction qui, elle, va profiter des avantages d'SQL Server 2019 et je lui passe donc le current timestamp à ce moment-là. Et puis, troisième méthode, en mettant directement le calcul dans le corps de ma requête, ce qui aurait de toute manière, avant SQL 2019, été la meilleure et la seule solution pour avoir des performances correctes. Je lance les trois en même temps, tant qu'à faire, et on va pouvoir regarder notre plan d'exécution. Nos 3 plans d'exécution. Alors, remarquez que c'est un petit peu long. En fait, c'est la première qui est longue. Donc, il faut juste attendre d'avoir le résultat. L'âge moyen est de 50 ans, c'est pas très jeune, je suis désolé. Et les plans d'exécution, on va les afficher avec le bel outil de SentryOne Plan Explorer, parce que ça va nous permettre de voir beaucoup plus facilement la comparaison des durées. Première exécution, 8 secondes 7. D'accord. Deuxième exécution, 948 millisecondes. Et quand même, le fait d'avoir mis directement dans le corps de la requête le code de la fonction, c'est quand même un tout petit peu plus performant. On est à 720 millisecondes. Vous remarquez aussi que les plans d'exécution sont quand même assez différents. Dans le premier cas ici, voilà, là, on a un petit warning. Et ce petit warning, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ce que nous indique SentryOne Plan Explorer, ici, il nous dit, attention, une ou plusieurs fonctions définies par l'utilisateur représentent un temps significatif sur le temps de requête. C'est effectivement ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'elle dure plus de 8 secondes. Si je regarde le plan d'exécution de la suivante, vous voyez que le plan est complètement différent. En fait, tous les calculs ont été incorporés
dans le plan d'exécution, et donc j'ai plus une utilisation itérative de cette fonction. Et d'ailleurs, le plan d'exécution est quasi identique à quelques détails assez loin, hein, qu'on ne verra pas là, mais le plan d'exécution est quasiment identique quand on utilise la fonction ou quand on l'incorpore directement dans la requête. Alors, ce qui est amusant en plus là-dedans, hein, c'est que ça marche aussi avec des fonctions récursives. Si j'écris une fonction qui s'appelle elle-même. Je voudrais juste t'interrompre 30 secondes. Ouais. Simplement, dans l'exemple qu'on vient de faire avec l'âge, il y a une chose à savoir, c'est que si on crée un index en utilisant ce genre de choses, eh bien, malheureusement, la fonction en lignée n'est pas capable d'une recherche. Elle n'est pas toujours capable. Elle n'est pas toujours capable. En fait, la différence dans le plan d'exécution, et je pensais qu'on n'avait effectivement pas le temps de l'expliquer, la différence dans le plan d'exécution, c'est qu'effectivement, il fait des conversions implicites à l'intérieur du plan. Et ces conversions implicites peuvent l'empêcher d'utiliser un index dans certains cas. Voilà. Alors, récursivité, tout le monde sait ce que c'est, hein, réentrance, j'appelle la fonction qui appelle la fonction qui s'appelle. Limité à 32, n'oubliez jamais, dans SQL Server, vous ne pouvez pas avoir un empilement de plus de 32. C'est d'ailleurs pour ça que mon ami Arian a limité la récursion à 32. Pour voir voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En fait, elle parcourt une chaîne de caractères lettre par lettre et elle extrait les chiffres en fait. Donc, voilà. En se rappelant elle-même, hein, vous voyez qu'effectivement, ici, on rappelle la fonction à chaque fois pour la lettre d'après. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je crée cette fonction, il me dit elle est inlineable. Donc quel va être le plan d'exécution quand on l'utilise? C'est là où ça devient rigolo. C'est pas forcément efficace. Ce serait certainement, à mon avis, un cas de figure où il faudrait désactiver. Hein, parce que déjà à cause de la limite de récursivité, hein, mais ça serait un cas de figure où c'est pas forcément optimum. Et si on regarde notre plan d'exécution, alors c'est un petit peu long, mais on l'a ici. Notre plan d'exécution, c'est plus du tout l'appel d'une fonction itérative pour chaque ligne, mais en fait, il a tout déplié dans le plan d'exécution. Tous les niveaux de récursion, effectivement, ils se trouvent dans notre plan d'exécution. Fais un zoom arrière pour voir tous les niveaux d'un seul coup. Oui, on peut faire un zoom arrière, voilà ce que ça donne. Autrement dit, on voit bien tous les étages de la première, de la deuxième, la troisième, la quatrième récursion, etc. Voilà. On dit il a linéarisé une fonction récursive. Exactement. Bon, c'est reparti. Quatrième piste, utiliser le mode batch. Donc on a dit, voilà, le mode batch, c'est quoi? Je ne vais plus aller faire de ligne à ligne, je vais prendre des gros paquets de lignes. C'est un peu un mystère, hein, le fonctionnement du mode batch. Microsoft ne communique pas trop sur le sujet, tout simplement parce que la concurrence n'est pas encore sur ces sujets-là. Donc, autant profiter de ce genre de choses. Et jusqu'ici, c'était réservé aux index column store. Maintenant, il est possible de plus en plus d'utiliser le mode batch sur du raw store et sur tout un tas d'opérations. L'idée, c'est de dire évitons de faire du ligne à ligne quand on peut ne pas le faire. Et comment on fait ça? Eh bien, l'unité de données n'est plus la ligne, mais un ensemble d'au plus 900 lignes, un batch, on appelle ça un batch. Évidemment, c'est intéressant pour les requêtes qui ont une très forte cardinalité. On va dire que à partir d'1 million de lignes, c'est significatif, mais en plus. Sur les 10 voire 100 millions de lignes, ça devient très intéressant et ça devient juste indispensable et essentiel sur les tables qui ont des milliards de lignes. Allez, démo. Démo. OK. Là, je vais prendre toujours ma grosse base de données, je vais activer les statistiques de temps, parce que là, on va comparer effectivement combien de temps ça prend. Je vais faire la même requête, une requête qui travaille sur 50 millions de lignes, dans ma grosse table de lignes de commande, qui fait quelques jointures avec le produit, la sous-catégorie, la catégorie, etc., qui regroupe tout ça par année, par numéro de produit, etc. Et donc, en mode de compatibilité 140. Alors, ne vous laissez surtout pas avoir. Les statistiques d'IO ne sont pas du tout comparables entre du mode batch et du mode raw. Mais là, on ne les affiche pas d'ailleurs. On ne les affiche pas. J'avance, on est un petit peu en retard.
Donc, ma requête de 50 millions de lignes, elle est forcément un tout petit peu longue. Voilà, mais j'ai une machine super rapide. Regardons le temps d'exécution. Vous remarquez que c'est pas neutre, c'est quand même en temps UC. Hein, j'ai 58 secondes. Alors, il est parallélisé, ok, ça nous renvoie ça en 7 secondes au bout du compte. Mais 58 secondes de temps UC, c'est énorme. Hein, c'est logique, hein, on a une grosse cardinalité là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Bah, c'est que, on le voit bien ici, ou partout d'ailleurs, on prend n'importe où dans la requête. Ici, on est en mode RAW. D'accord? En SQL Server 2017, le mode RAW est automatiquement le seul disponible, et le seul disponible si vous n'avez pas d'index colon store. Là, je n'ai pas d'index colon store. Maintenant, je passe en SQL Server 2017, mode de compatibilité 150, je relance exactement la même requête, hein, et on va regarder si c'est mieux. Je vide mon cache de plan et j'exécute. Déjà, rien qu'à le voir comme ça, on a vu que c'était arrivé plus vite. Et d'ailleurs, mes 58 secondes sont passées à 8 secondes. Hein, en temps CPU, et mes 7 secondes pour renvoyer les données sont passées à 1. Donc on a sérieusement divisé quand même. Et puis si je regarde mon plan d'exécution, ben ici, n'importe où dans le plan d'exécution, je suis en mode batch, alors qu'il n'y a pas d'index colon store qui soit concerné dans la requête. OK? Parfait. Voilà. Je repasse. La suite, on va être un petit peu en retard, mais vu qu'on est les derniers, on peut se le permettre. De toute façon, la dernière piste, on ne pourra rien vous montrer. Donc, c'est pas grave, il n'y aura pas de démo. C'est l'indexation automatique. Alors ça, c'est quelque chose dont on a commencé à voir les traces dans la version 2017. Parce que quand on regardait la vue sysindex, sysindexes, on voyait que la dernière colonne, c'était « Est-ce que l'index a été posé automatiquement ?» Eh bien ça, c'est une feature, oh, quelle horreur, une fonctionnalité que l'on va trouver dans Azure, l'indexation automatique. À partir des dernières versions d'Azure, on trouve ceci, je dirais, de manière quasi automatique. Par contre, ça n'est pas disponible dans l'édition on-premise. Est-ce que ça le sera? On n'en sait encore rien. Mais l'idée, c'est de dire, bon, allez, si on leur crée les index parce qu'ils les utilisent beaucoup, etc., etc. Voilà, donc on ne peut pas vous faire de démo là-dessus parce qu'il faudrait des machines Azure, etc. Là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué. Et puis, on n'a pas le temps, surtout. On n'a plus le temps. On va résumer tout ça et puis on va vous poser pas mal de questions. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, ce qu'on peut dire sur Azure, et d'ailleurs, on le voit effectivement sur cette diapositive, hein, c'est que le forçage automatique du plan, il est activé par défaut maintenant, alors que l'indexation automatique, elle n'est pas activée par défaut. Il faut aller l'activer dans le portail Azure ou avec un alter database. En fait, il y a deux options, création automatique d'index et suppression automatique d'index. Alors, une petite récap. Ben oui, alors, est-ce que effectivement c'est mieux? Ben, en édition entreprise, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les grosses volumétries, la jointure adaptative, la rétroallocation de mémoire, le mode batch et la correction automatique des plans. Par contre, dans toutes les éditions, que ce soit Express jusqu'à, évidemment, l'entreprise, l'exécution entrelacée des fonctions table, c'est quand même quelque chose d'extrêmement efficace. La compilation différée de variables table, qui est un petit peu similaire, c'est aussi extrêmement efficace. Et surtout, à mon avis, l'incorporation des fonctions scalaires, l'enlignement des fonctions scalaires, c'est le top du top. Et ça va résoudre beaucoup de problématiques d'application qui sont écrites avec beaucoup trop d'itérations. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et parler tous en même temps. Non, bah non. Ah bon? Un par un. N'hésitez pas. Pas de questions? Bon, en même temps. Oui? Il y a une question dans le chat. Ah, il y a une question dans le chat. Je n'ai pas affiché le chat, oui. Où est-ce qu'il est, le chat? Oui, le chat. Oui. Alors, c'est quoi? Création d'index et suppression automatique. Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est efficace. C'est dangereux.
c'est dangereux en même temps. Disons qu'on n'a pas vraiment de retour d'expérience sur ce genre de fonctionnalité, et c'est pas quelque chose qu'un DBA active, a envie d'activer en tout cas. Je dirais que c'est dangereux, surtout la suppression, création automatique et suppression. Alors il fait ça. Ceci dit, il fait ça quand il a le temps. Il ne fait pas ça en temps réel. Il ne crée pas un index immédiatement dès que vous faites une requête qui en a besoin. Hein, il cumule un peu tout ça et à un moment, il va créer des index. C'est quand même intéressant, effectivement, comme fonctionnalité. À long terme, ça se teste en tout cas. C'est à tester. Une autre question alors, dans le chat, puisque du coup, je le lis maintenant. Mais où est-ce que tu lis le chat? Moi, je le vois pas. Ah bah oui, mais il faut tout lui apprendre, lui. Non, pas d'autres questions. Ben, on va terminer là-dessus. De toute façon, on peut vous donner aussi nos emails si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me donner nos emails, Arian? Oui, ben, on les donnera dans Teams à ce moment-là. Hein. Bien sûr. Ok. De toute manière, il y a l'adresse de tous nos blogs, donc ça doit être facile de nous trouver. Et puis donc, on termine avec des remerciements. Et puis, merci d'avoir assisté à cette session. Et puis, prenez quelques minutes pour faire une évaluation. Et puis, une prochaine fois.